Bonjour, abordons aujourd'hui les acides faibles. On va parler de constante d'acidité, de pK, de coefficient de dissociation et de l'effet de la dilution sur ce coefficient de dissociation. On terminera par la fiche bilan. La constante d'acidité, c'est une constante qui va décrire l'équilibre qu'il s'opère lorsque je mets un acide faible dans l'eau. L'acide faible se dissout dans l'eau puis réagit avec l'eau pour former la base conjuguée et l'ion H3O+. Cette réaction, lorsqu'on a affaire à un acide faible, n'est pas totale. N'est pas totale, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que la base conjuguée et l'ion H3O+ se forment, ils réagissent l'un sur l'autre pour redonner l'acide et l'eau qu'il y a au départ. On parle d'équilibre dynamique. Quand on arrive à l'état final, on arrive à l'équilibre, la réaction qui se fait entre l'acide et l'eau se fait à une vitesse égale à la réaction dans le sens inverse que se fait entre la base conjuguée et les ions H3O+. Donc, on a affaire en fait à deux réactions qui se font simultanément dans le sens inverse, l'une de l'autre. Quand on parle de la réaction qui se fait entre l'acide et l'eau, on dit qu'on parle de la réaction qui se fait dans le sens 1 ou aussi dans le sens direct. Quand on parle de la réaction qui se fait entre la base conjuguée et l'ion H3O+, on dit qu'on a affaire à la réaction qui se fait dans le sens 2, on dit aussi au sens indirect. Pour caractériser cet équilibre, on va introduire une constante d'équilibre qu'on appelle la constante d'acidité. Donc la constante d'acidité s'écrit K, comme toutes les constantes d'équilibre, et A pour acidité. Comme toutes les constantes d'équilibre, une constante d'acidité s'écrit de la manière suivante. On fait le rapport entre, on met au numérateur la concentration des espèces chimiques obtenues côté produit qu'elles ont au moment de l'équilibre, et au dénominateur, on fait la multiplication de la concentration des espèces chimiques côté réactif. Alors ici, je n'ai fait figurer que l'acide, puisque l'eau est le solvant, il a un statut un petit peu particulier. Dans les constantes d'équilibre, on n'inscrit jamais la concentration du solvant, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà comment on exprime une constante d'acidité. Par exemple, ici deux équations, deux réactions, celle de l'acide méthanoïque et celle de l'acide éthanoïque. J'exprime la constante d'acidité de la première réaction. Donc, je prends la concentration de la base formée, l'ion éthanoate, je multiplie par la concentration de l'ion H3O+, je prends soin d'écrire que ce sont les concentrations au moment de l'équilibre, et je divise par la concentration de l'acide méthanoïque introduit et qu'il reste au moment de l'équilibre. De la même façon, je procède de la même façon pour l'équation numéro 2. Si j'étudie un petit peu ma formule, je remarque que plus mon équation se fait dans le sens 1, autrement dit, plus la quantité d'acide que j'ai mis au départ est dissociée en base conjuguée en ion H3O+. Donc, plus la réaction se fait dans le sens 1, plus la quantité de base et la quantité d'H3O+ formées seront importantes, autrement dit, plus leurs concentrations seront grandes. Et de fait, plus la concentration en acide mis au départ sera faible, puisque l'un dépend de l'autre. Plus je dissocie d'acide, moins j'en aurai à l'équilibre, et en revanche, plus j'aurai de base et d'ion H3O+ au moment de l'équilibre. Donc, si la réaction se fait beaucoup dans le sens 1, si l'acide faible se dissocie beaucoup, ça signifie que le numérateur sera grand, ce qui augmente du coup la valeur de la constante d'équilibre. Ça signifie aussi que le dénominateur sera petit, ce qui a aussi pour but de diminuer la valeur du Ka. Donc, si la réaction se fait beaucoup dans le sens 1, ça va signifier que la constante de la réaction sera petit. On peut trouver dans les livres que la constante d'acidité de l'acide méthanoïque est de 1,8-10-4, pour l'autre 1,8-10-5. Je remarque donc que la première réaction a une constante plus grande que la deuxième. Ça signifie donc que l'acide méthanoïque aura plus tendance à
à se dissocier dans l'eau que l'acide éthanoïque. Si j'en mets à la même concentration, l'acide méthanoïque formera davantage d'ions H3O+ en solution aqueuse que ne le fait l'acide éthanoïque. Okay. Donc ça veut dire que le pH de la solution obtenue par l'équation 1 sera plus petit que le pH de la solution obtenue avec l'acide éthanoïque. Je me souviens donc qu'un acide se dissocie d'autant plus dans l'eau que sa constante d'acidité est grande. Je n'oublie pas qu'une constante d'acidité, donc ce qu'on peut trouver dans des données, dépend de la température de la solution. Il existe une autre grandeur que l'on peut utiliser, c'est le pKa, qui permet aussi d'indiquer si mon acide se dissocie beaucoup ou pas. Le pKa dépend directement du Ka. Le P signifie moins log. Donc pKa, c'est moins log de Ka, comme pH égale moins log de H3O+. Donc le pKa se détermine directement à partir du Ka. Donc si vous calculez le pKa1 et le pKa2, grâce à la formule qui est là, vous devriez trouver pKa1 3,7, pKa2 4,8. Je remarque que pour l'équation numéro 1, le Ka était le plus grand et le pKa est plus petit que pour l'équation 2. Donc, la phrase qui est notée ici, je peux l'écrire autrement. Je peux indiquer qu'un acide se dissocie d'autant plus dans l'eau que son pKa est petit. Alors, nous avons parlé d'acides faibles qui se dissocient plus ou moins. Abordons maintenant la notion de coefficient de dissociation. Alors, pour cela, j'ai refait un petit tableau d'avancement un peu particulier. Donc, j'ai mis en état initial les quantités de matière présentes initialement. Donc, on imagine qu'au départ, on a mis N0 mol de soluté. Ce soluté a été introduit dans l'eau, donc a été dissous, et on imagine qu'il n'a pas encore eu le temps de réagir avec l'eau. Donc, c'est bien un cas hypothétique. On divise un petit peu ce qui se passe. Donc, il est dans l'eau, mais il ne réagit encore pas. J'en ai une certaine quantité, N0. De fait, pas de base formée, et on considère que la quantité d'H3O+ est négligeable. J'arrive à l'état final. Donc, l'état final, c'est un état d'équilibre. J'ai affaire à un acide faible. Donc, à l'état final, il restera encore de soluté. Il en restera moins que ce qui a été mis. Il restera la quantité que j'ai mis au départ, moins tout ce qui aura été dissocié. Et pour la base et les ions H3O+, j'en aurai des quantités égales puisque les coefficients stoichiométriques sont de 1. Et ces quantités seront égales à la quantité qui aura disparu ici, qui se sera dissociée. J'ai fait figurer l'état final que j'aurais dû obtenir, que j'aurais pu obtenir si l'acide en question avait été fort. Donc s'il avait été fort, je n'en aurais plus du tout eu en fin de réaction, puisque l'eau est en excès, et j'aurais formé la même quantité N0 d'ions A- que d'ions H3O+. La quantité formée d'ions A- comme d'ions H3O+, c'est donc une fraction de la quantité N0 d'acide que j'ai mis au départ. Si cette fraction est de 100%, si je forme 100% de la quantité N0 que je mets au départ, c'est que de fait, j'ai affaire à un acide fort. Par contre, je peux ne former que 50% de ce que j'ai mis au départ. Dans ce cas-là, j'aurai une quantité ici, N0 sur 2. Mais je ne peux former que 30%, par exemple, de la quantité qu'il y a au départ. Donc, on peut exprimer ici les quantités formées en fonction d'une fraction de la quantité qu'il y a au départ. Et dans ce cas-là, mon tableau devient ici. Donc ici, alpha, c'est une fraction de la quantité que je mets au départ. Ce alpha porte le nom de coefficient de dissociation. Donc le coefficient de dissociation alpha, ça va être un nom, un coefficient de valeur nécessairement plus petit que 1 si on a affaire à un acide faible, et qui va indiquer la proportion d'acides dissociés. Comment calculer ce alpha? Le alpha, par définition, ce sera le nombre de moles que j'ai au moment de l'équilibre d'ion H3O+, que j'ai au moment de l'équilibre, donc le nombre de moles ici, divisé par la quantité de matière, d'ion H3O+,
que j'aurais bien pu obtenir si ma réaction avait été totale. Donc effectivement, si je mets alpha N0 à la place ici, et puis N0 à la place de Nmax, le rapport alpha N0 sur N0, ça fait bien alpha. Donc alpha, c'est cette proportion-là. Donc c'est un nombre compris entre 0 et 1. Si je trouve comme rapport 0,7, ça veut dire que j'ai 70% d'acide mis au départ qui a été dissocié. Ce alpha, je l'ai écrit en fonction des ions H3O+, parce que c'est plutôt commode, puisque cette quantité de matière est assez facilement trouvable à partir du pH. Mais j'aurais très bien pu ici, à la place de H3O+, indiquer le A-. Pas de problème. Plus alpha est donc proche de 1, plus ça signifie que l'acide faible est proche des qualités des acides forts, donc plus il se dissocie. Plus alpha est proche de 0, moins l'acide faible se dissocie dans l'eau, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, à l'équilibre, on en retrouvera beaucoup plus sous cette forme-là que sous la forme dissociée. Parfois, les tableaux d'avancement, on ne les voit pas écrits en fonction des quantités de matière, mais en fonction des concentrations. Alors attention, ce n'est pas toujours faisable de remplacer ici toutes les quantités de matière par des concentrations. Ce n'est faisable que si toutes les espèces chimiques ici baignent dans le même volume. Sont dissoutes. Ici, elles sont toutes dissoutes dans le même volume de solution. Donc, on peut être autorisé à remplir ce tableau d'avancement, non pas avec les quantités de matière, mais avec les concentrations. Si je divise toutes les quantités de matière par le même volume, du coup, je tombe sur les concentrations. Donc, vous pouvez être amené à voir ce tableau d'avancement écrit avec des concentrations. Ça ne pose pas de problème. Dans ce cas, le coefficient de dissociation se révélera être comme étant le rapport des concentrations des ions H3O+, au moment d'équilibre, ou la concentration qu'on aurait dû obtenir si la réaction avait été totale. Alors, posons-nous désormais deux questions. La première, j'ai deux acides faibles de même concentration, lequel va posséder le taux de dissociation le plus élevé? Réponse, vous l'avez déjà. On a vu précédemment qu'un acide se dissocie d'autant plus dans l'eau que sa constante d'acidité est grande. J'en déduis que l'acide qui possède le taux de dissociation le plus élevé, c'est celui qui a la constante d'acidité la plus grande. Autre question. Quel est l'effet de la dilution sur le coefficient de dissociation et donc sur le pH? Pour ceci, je vais faire appel à une loi, la loi des placements d'équilibre de Le Chatelier. Cette loi dit que si un système est en équilibre et qu'il est soumis à une légère perturbation, dans ce cas-là, le système va évoluer dans le sens qui s'oppose à cette perturbation. Je m'explique. Quand je fais une dilution, je provoque une diminution de la concentration de l'acide. Donc la concentration de l'acide diminue. De fait, le système va évoluer pour s'opposer à cette diminution. Donc comment s'opposer à cette diminution? C'est en refabriquant davantage d'acide. Donc, pour s'opposer à cette diminution, l'équilibre va se déplacer dans le sens 2, dans le sens où on refabrique de l'acide. Si le système se déplace davantage dans le sens 2, se fait davantage dans le sens 2, ça va consommer des ions H3O+. Donc ça va entraîner une diminution de la concentration en ion oxonium, autrement dit une diminution du coefficient de dissociation, et du coup aussi une augmentation du pH, puisque le pH est égal à moins log de H3O+, de la concentration en ion H3O+. Donc, au bilan, j'ai complété la fiche qui avait été commencée lors de la vidéo précédente, donc je l'ai complétée par ce qui est écrit ici. Le rappel du Ka, pKa, le coefficient de dissociation et un petit topo ici. Dans la prochaine vidéo, nous compléterons encore la fiche en parlant des bases faibles, bases fortes, les réactions des bases avec de l'eau et le pH des solutions basiques. Donc, on complétera les encadrés ici. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc un dernier petit rappel pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme pour que ce qui est compris devienne un acquis. Il est nécessaire de voir et revoir, faire et refaire. Cette vidéo était quand même assez dense. Moi, je vous invite à la re-regarder et n'hésitez pas de faire des pauses régulières, des arrêts sur image pour bien assimiler et comprendre tout cela. Au revoir.